Bienvenue dans l'art de l'attention. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Anne Berest à mon micro. C'est tout naturellement que j'ai eu très tôt envie de l'inviter dans ce podcast. Je ne suis pas surprise que le sujet, l'art de l'attention, résonne particulièrement pour elle. Romancière, scénariste, auteure de plusieurs ouvrages, elle explorait sa filiation maternelle dans La carte postale, paru en 2021. Un récit qui a rencontré un très grand succès en France et à l'étranger. Avec Finistère, paru en août chez Albin Michel, Anne Berest poursuit cette exploration des transmissions familiales invisibles et de ses interrogations autour de la généalogie. De quoi hérite-t-on vraiment ? Anne Berest me reçoit chez elle, à son bureau, pour cette conversation. Fine, élancée, souriante, avec ce regard à la fois intense et réservé, elle donne l'impression de porter en elle quelque chose de secret. À son image, son écriture se dessine entre pudeur et intensité. Dans cet épisode, avec Anne Berest, nous allons parler d'héritage et de mémoire, d'un territoire, le Finistère, qui devient personnage. Nous conversons de l'urgence d'interroger les vivants et les absents sur ce qui a modelé leur existence, et de témoigner aussi de l'amour que nous leur portons. Nous abordons son écriture fine qui relie l'intime et les histoires à l'histoire. Nous évoquons également l'importance de l'écrit, des lettres, des cahiers, et un homme extraordinaire qui avait érigé l'attention en art de vivre, Karl Lagerfeld, qu'Anne Berest a bien connu. C'est un échange que j'ai trouvé passionnant, où il sera question d'attention, à la mémoire, au lieu, au silence, aux voix qui nous précèdent et nous habitent encore. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Bonjour Anne. Bonjour Fanny. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous l'art de l'attention ? C'est une très belle question et je crois que je pourrais en parler avec vous et me poser cette question pendant des heures parce qu'elle est si importante. L'art de l'attention peut regrouper des choses très diverses. Alors, l'art de l'attention avec les gens qu'on aime, l'art de l'attention avec ses enfants, l'art de l'attention avec des gens qu'on ne connaît pas, l'art de l'attention avec ses lecteurs. Chacun de ces sujets pourrait être l'objet de notre entière conversation. Peut-être que je vais commencer en parlant de l'art de l'attention en tant qu'écrivaine. Parce qu'il faut un art de l'attention pour écrire. Il faut savoir observer les paysages, observer les êtres, observer comment ils se meuvent, comment ils réfléchissent, comment ils parlent, par exemple. Moi, lorsque j'ai été biographe, on en reparlera sans doute plus tard, toutes les deux, et que je me suis plongée dans la vie des gens pour écrire leur vie, c'était mon métier avant d'être écrivaine, eh bien, il fallait une attention entière aux êtres pour les écouter et pour écrire leurs récits avec leurs propres mots, avec leur propre langue, sans plaquer moi, mon regard, ma grille de lecture ou mon vocabulaire. Et donc ce métier de biographe m'a aiguisé cette attention. Et je dirais que c'est d'une certaine façon apprendre à se mettre à la place de l'autre. Parce que si on ne sait pas se mettre à la place de l'autre, on ne peut pas avoir véritablement d'attention. Donc écrire est un art entier de l'attention. Je parlais de la langue des êtres, mais évidemment aussi leur mécanique. Les êtres sont des horloges, il faut savoir les ouvrir, les décortiquer pour comprendre leurs réactions, pour comprendre leur rythme même. Les personnages ont des rythmes à eux. Donc écrire, c'est être entièrement dans l'art de l'attention. Et je dirais que pour aller encore plus loin, il y a deux sortes d'écrivaines et d'écrivains. Il y a ceux qui poussent l'art de l'attention
à se mettre à la place du lecteur. Et il y a ceux pour qui la question du lecteur n'est pas un sujet, qui ne pensent pas au lecteur lorsqu'ils écrivent. Moi, je n'ai aucun jugement par rapport à ça. Je ne dis pas que pour être un bon auteur ou une bonne autrice, il faille penser ou non au lecteur. C'est pas le sujet. Il y a des très bons auteurs et autrices dans les deux catégories. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que je fais partie de ces écrivaines, de ces écrivains qui sans cesse se posent la question du regard du lecteur. C'est-à-dire que j'écris un texte et ensuite je le relis pour moi et puis je le relis en me disant, et si j'étais un lecteur, une lectrice, est-ce que ça m'intéresserait ? C'est-à-dire que je n'écris pas seulement pour moi. J'écris pour les autres, pour quelqu'un d'autre. Et plus particulièrement, j'aime penser et écrire pour la génération qui arrive, pour les grands adolescents, les jeunes adultes. C'est très important pour moi. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres, qui est complètement hors script. Vous avez toujours su que vous vouliez être écrivaine, justement ? Oui. Et oui. C'est-à-dire que, vous savez, moi je travaille beaucoup sur la question de la transgénéalogie. C'est-à-dire, ça c'est un autre art de l'attention. La question de la thérapie par l'arbre généalogique. C'est-à-dire que vous allez prendre un arbre, votre arbre, et vous allez le regarder, vous allez y prêter attention, et vous allez vous demander qu'est-ce qui, dans votre arbre généalogique, se répète, quels sont les cycles, quels sont les antagonismes, qui, dans votre arbre, a pris le pouvoir. Et quand on est attentif à ça, c'est-à-dire quand on est attentif à ceux qui nous ont précédés, quand on parle avec eux, quand on fait attention à eux, même s'ils sont morts, et qu'on leur dit voilà, je m'intéresse à vous, ils se réveillent et puis ils nous disent des choses. Et nous, avec ma sœur, on s'est rendu compte quand même en se demandant comment ça se fait que nous soyons deux sœurs écrivaines. C'est une drôle de chose. Et en observant mon arbre, je me suis rendu compte que chez les êtres qui m'avaient précédée, la vocation d'écrivaine, la vocation d'écrivain avait été très présente, mais jamais aboutie. Ma grande-tante Noémie, dont je parle dans la carte postale, qui est d'ailleurs sur la couverture du livre de poche, voulait être écrivaine. En faisant mes recherches, j'ai retrouvé son roman, qu'elle n'avait pas pu terminer, puisqu'elle a été assassinée quand elle avait 19 ans. Mais mon grand-père maternel aussi, Vicente, qui est mort très jeune, il est mort à 27 ans, donc il n'a pas pu accomplir son destin. Mais sur sa carte de résistant, en face de profession, il avait marqué écrivain. Donc il n'avait pas écrit, mais c'est pas rien de se choisir ce métier-là. Son propre père, Francis Picabia, a écrit un roman qu'il n'a pas terminé, qui s'appelle Caravansérail, qui est un roman inabouti. Du côté de mon père, mon grand-père Eugène, dont je parle dans Finistère, était un grand professeur de lettres. C'est marrant parce que là, je viens de recevoir tout à l'heure une lettre d'un de ses anciens élèves qui me dit à quel point il était un professeur extraordinaire. Qui a lu Finistère. Qui a lu Finistère et qui m'a écrit. Donc ça commence à affluer les témoignages. Ah, mais pas ça commence, c'est que j'en ai déjà plein. Et moi, je réponds à tout le monde. Je réponds à tous les lecteurs qui... Je vais vous montrer. J'ai des classeurs comme ça. Parce que je sais que vous avez lancé une bouteille à la mer aussi sur la période, une certaine période de la vie de votre papa, ouais, trotskiste, pour recueillir. Alors, c'est un appel à nos auditeurs peut-être. Mais quelqu'un l'aura connu. Voilà, ça c'est une attention. C'est tous les lecteurs qui m'écrivent, je leur réponds. Alors, et je mets répondu. Vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais Anne est en train de me montrer un classeur incroyable. Et là, donc voilà, ça c'est pas celui dont je vous parlais, c'est un autre c'est mon grand-père Eugène avec ses élèves. Donc ça, c'est extraordinaire. Incroyable. Donc ce sont des gens qui vous ont envoyé ces photos de classe ou figures. Ouais. Et ça, c'est seulement le début du classeur de Finistère. Sur la carte postale, j'ai un carton entier
de lettres. Et là, c'est le début de la promotion. Donc, vous imaginez. Oui, le livre est sorti il y a moins d'un mois. Il y a moins d'un mois et j'ai déjà le 10 septembre, il est sorti il y a 20 jours. Voilà. Et si vous voulez, incroyable. Ça, c'est un monsieur, j'ai adoré. Il m'a apporté, ça, c'est une belle attention. On s'est rencontrés dans une librairie. Il était à Morlaix, ce monsieur. Il est venu avec une photo de son grand-père qui avait connu mon arrière-grand-père. Donc, son grand-père et mon arrière-grand-père étaient de la même génération. Et il m'a apporté une photocopie pour me montrer le marché aux choux-fleurs dont je parle à Saint-Paul-des-Lions, dont je parle dans le Finistère. Donc, c'est vraiment adorable d'avoir fait ça, d'avoir eu cette démarche. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon rapport au lecteur, c'est que c'est quand même des gens qui, quand ils aiment un livre, ont envie de vous le dire ou de vous apporter quelque chose. J'ai souvent des lecteurs qui m'envoient, qui me disent « Tiens, vous devriez lire ce livre pour approfondir un sujet. » Moi, ça me touche beaucoup et on m'a demandé, alors je passe un peu mais c'est ça, hein, une conversation. Tout à fait. Et j'allais répondre, vous initiez des conversations en fait avec vos livres. Oui. Et je me souviens j'ai travaillé j'ai écrit la préface de la réédition de Derrière l'épaule, qui est un livre de Françoise Sagan, qu'elle écrit, oui, elle est un peu à la fin de sa vie. Elle regarde derrière l'épaule. Et elle revient sur sa carrière, sur ses livres, sur son œuvre. Et ça m'a frappée parce qu'une des choses qu'elle dit, avec beaucoup de regret, elle dit « Je n'ai pas assez répondu aux lettres qu'on m'a envoyées. Je n'ai pas assez fait attention aux lecteurs. » Et elle confesse ce regret dans Derrière l'épaule. Et ça m'a bouleversée. Parce que je crois que donc Françoise Sagan, elle connaît un succès mondial, phénoménal à 18 ans. Mais un succès, je crois qu'on ne peut même pas imaginer ce que c'est aujourd'hui. Et donc, elle a eu ce succès-là, elle a été débordée par les lecteurs. Elle a dû s'en protéger. Ça a été un débordement presque irrespirable. Mais à la fin de sa vie, elle s'est dit, tiens, je n'ai pas fait assez attention. C'est beau quand même. Très beau, très beau. Et vous, moi je travaille beaucoup sur le thème de la conversation, oui. Et je vois vos livres comme un travail de recherche, oui. Et puis un travail d'écriture aussi, parce que je vous le disais en arrivant, moi j'adore votre plume. Merci. Vraiment, je vous suis depuis des années, oui. Et c'est sincère. Et je ne savais pas qu'il y avait cette conversation que j'ai sous les yeux là, qui se poursuit avec vos lecteurs, oui. Qui vous envoient ces témoignages. Et justement, peut-être que vous conjurez Françoise Sagan en prêtant attention. En tout cas, ce que voilà, comme j'ai pas connu un succès ni précoce ni aussi fou, et que la reconnaissance et le succès sont venus bien plus tard dans ma vie, avec la carte postale, qui était quand même mon 6e livre, et qui ensuite a eu un destin extraordinaire dans le monde entier, qui a été un best-seller aux États-Unis, en Allemagne, qui m'a fait voyager partout, qui m'a fait me déplacer physiquement, mais aussi intérieurement. Mais comme ce succès n'est pas arrivé lorsque j'étais jeune, j'en mesure la fragilité, j'en mesure, je le bois entièrement parce que je sais que c'est rare, parce que je sais que ça peut être qu'une seule fois dans sa vie, et que il faut pas, en fait, rien. À un moment donné, quand on a la grâce de faire quelque chose qui touche le cœur de beaucoup de gens, et bien cette grâce-là, il faut la chérir, la cultiver. Parce que c'est pas rien, cette chose qui vous est donnée à un moment donné, ce don, au sens où, oui, donner, de rentrer dans le cœur des gens. De vraiment toucher, oui. Avec votre plume. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'écrits dans votre vie. Alors, Finistère, on commence avec... on sait que vous avez hérité de cahiers
Oui. qui avait été écrit, et puis Oui. ensuite Oui. dont vous ne connaissiez pas l'existence. Avant ça, la carte postale, c'est Oui. une carte postale qu'a reçue Oui. votre mère, Oui. Lélia Berest, et sur laquelle vous enquêtez. Hein, ça Bien se sûr. lit, je crois que je l'ai offert une dizaine de fois autour Oh, de moi. c'est gentil. Vraiment, Merci. quand j'aime un livre, j'adore l'offrir. Je trouve que c'est le plus beau des cadeaux, un Bien livre. sûr. Et avant ça, alors moi j'avais beaucoup aimé Sagan, 1954, un de vos premiers romans. Enfin, Pour moi, c'est mon. Alors, c'est pas mon premier roman, mais c'est intéressant que vous employiez ce mot de premier, parce que c'est le premier Pour moi, c'est un moment de bascule dans mon écriture. Avant Sagan 54, j'avais écrit des fictions. Des fictions pures, La fille de son père, Les patriarches, Recherche une femme parfaite, qui sont vraiment des livres qui viennent de mon imagination, même si pour Les patriarches, j'avais fait beaucoup d'entretiens avec mon ami Gérard Rambert, mais c'est de la fiction. Sagan 54, je ne décide pas de faire ce livre, c'est une commande. C'est le fils de Françoise Sagan qui me demande de faire ce livre avec un cahier des charges très précis qui est: tu dois parler de l'année 54, qui est l'année où Françoise Sagan écrit et fait paraître Bonjour Tristesse, mais tu dois aussi parler de toi aujourd'hui, parce que l'idée, c'est d'écrire un livre qui soit ancré dans le contemporain, pour qu'il y ait une forme, oui, de modernité, même si Françoise Sagan n'a pas besoin de moi pour être moderne, hein, mais pour emmener le lecteur en partant du présent pour l'emmener en 54. Et cette commande, cette contrainte a été a créé en moi quelque chose qui a porté ses fruits, où j'ai commencé à me dire que, en m'éloignant de la fiction et en allant vers des sujets vrais, entre guillemets, eh bien, il y avait quelque chose dans mon écriture qui était meilleur. Et à partir de là, j'ai écrit avec ma sœur Gabrielle sur notre arrière-grand-mère, et j'ai commencé ce que j'appelle le cycle de l'arbre généalogique. Donc Sagan, c'est vraiment une bascule pour moi dans ma vie d'écrivaine. Et finalement, en mettant peut-être plus de vous. Exactement, en m'autorisant. Je me suis autorisée à parler de moi, parce que, en fait, c'était pour parler de quelqu'un d'autre, de Françoise Sagan. Mais jusque-là, je ne pensais pas que ça pouvait intéresser les autres lorsque je parlais de moi. Mais dans Sagan, en fait, je me suis rendu compte que parler de moi, d'une certaine façon, c'était si les gens s'y reconnaissaient, alors c'était plus une démarche narcissique. C'était un regard qui permettait aux autres de se reconnaître et d'être touchés. Et ça fonctionne très bien. Je dois avouer que je pensais que c'était votre premier, ou en tout cas c'est le premier que moi, c'est comme ça que je vous ai découverte. Bien sûr. Alors que maintenant je me dis, j'ai lu Recherche femme parfaite, mais pour moi c'était vraiment le premier. Et d'ailleurs, enfin ça c'est pour la petite anecdote, je crois qu'il y a une personne qui vous a tout de suite écrit après Sagan 54 dans une grande enveloppe que vous citez dans quelques interviews, qui est Karl Lagerfeld. Exactement. Un des premiers à vous écrire peut-être. C'est-à-dire que je me souviens si bien de ce matin. J'ai descendu les escaliers, j'ai ouvert avec ma petite clé la boîte aux lettres dans le hall de l'immeuble. Et là, il y avait une grande enveloppe rectangulaire avec une écriture très majestueuse et large. Et j'ouvre et il y avait 5 pages. Donc très vite, je vais à la dernière page pour comprendre qui m'a écrit. Et c'était Karl Lagerfeld, qui avait lu Sagan en 1954. Je pense que le titre l'avait intrigué, parce que l'année 54 est très importante dans sa vie de couturier. Il est jeune homme, il vient d'arriver à Paris, il va gagner un prix qui va mettre l'éclairage sur lui. Donc c'est vraiment 54, c'est une année charnière. Et donc il avait lu mon livre et ça l'avait beaucoup... Oui, ça lui avait plu, et donc ensuite il m'a invitée à un défilé, et à la fin du défilé, j'étais tétanisée, mais je
Je le rencontre, je le croise. Il faut imaginer la foule, la folie de ce que c'est qu'un défilé. Et il me voit, on parle 10 minutes, de littérature, comme dans une bulle, alors qu'autour de nous, c'est la folie ambiante. Et on parle de littérature, et à partir de ce moment-là, on a tissé un lien fort, et où je l'ai souvent accompagné en voyage. On avait des grandes conversations sur les romans. Voilà, c'est un des hommes les plus cultivés que j'ai rencontrés dans ma vie. Il a une bibliothèque qui existe toujours, qui est à la librairie 7L, 7 rue de Lille à Paris. Une bibliothèque personnelle qui est peut-être la plus grande bibliothèque personnelle de France. Je crois qu'il y a plus de 36 36 42 000 ouvrages. C'est une cathédrale de livres. Oui, c'est inouï. Et voilà, non content d'être un homme qui avait donné sa vie à l'érudition, à l'apprentissage, et bien à la fin de sa vie, il continuait à vouloir lire tout ce qui paraissait, à être au courant de tout, que ce soit en français, en anglais et en allemand. Donc, c'était quand même un personnage hors du commun. Et je l'ai adoré, et il m'a fait écrire pour la maison. Donc, je suis rentrée dans cette maison, et j'ai eu l'immense bonheur de travailler dans les archives, de pouvoir apprendre ce que c'était que les métiers de l'artisanat, d'apprendre ce que c'était que les métiers du parfum, etc. J'ai adoré. Et je vais vous dire sur l'attention, Karl Lagerfeld était un homme d'une attention inouïe. Il se souvenait de tout sur les gens. Il connaissait chacune des femmes qui travaillaient dans les ateliers. Il connaissait... c'est même pas qu'il connaissait leur prénom, leur nom, c'est qu'il connaissait le prénom de leurs enfants, que si elles avaient eu un arrêt maternité et qu'elles revenaient à l'atelier, il allait leur demander... il savait, il était vraiment, vraiment intéressé par les gens qui travaillaient pour lui. Il incarnait vraiment, lui aussi, cet art de l'attention. Oui, avec une gentillesse. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un homme qui a construit une image de froideur, d'une forme de distance. Mais en fait, ce que je crois, c'est qu'il était si gentil que c'est quelque chose qu'il a fabriqué pour avoir une forme de carapace nécessaire, parce que sinon, il se serait laissé envahir par sa propre bonté. J'ai jamais vu quelqu'un qui... Je veux dire, quand on avait des conversations, il se souvenait très exactement des choses que je lui avais dites avant, mais au milieu de 100 000 personnes qui lui parlaient. Et c'est tellement rare, ça, la présence au monde. Oui, oui. Cette attention. Oui. Et surtout dans une conversation. Oui. J'ai adoré cet homme. Adoré. Alors, on va revenir à votre travail. Oui, bien sûr. Mais merci, parce que je trouve que c'est une jolie parenthèse pour quelqu'un qui a incarné également très très bien l'art de l'attention. Alors, je suis ici pour parler, entre autres, de votre ouvrage Finistère. Oui. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de votre démarche dans ce livre? Alors, que je recommande de tout cœur au lecteur, parce qu'il embarque et avec votre plume tellement ciselée, je trouve, c'est une histoire qui traverse le siècle, finalement, jusqu'à vous, une histoire de filiation. Oui. C'est l'histoire de ma famille, d'une famille, donc la mienne, sur plusieurs générations. Je remonte à mon arrière-grand-père. C'est une histoire de France, puisqu'on va retrouver les grands moments qui ont traversé le siècle dernier, mais une histoire de France vue de la Bretagne. Et ça m'a passionnée. Tout à l'heure, on parlait de se déplacer, que se déplacer physiquement, c'est se déplacer intérieurement. Et ben moi, là, ce que j'ai aimé, c'est déplacer mon regard. Pour la carte postale, j'avais évidemment tellement travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, mais tout était dans les yeux de ma famille maternelle, une famille juive, ashkénaze, d'Europe de l'Est. Qu'est-ce que c'est pour cette famille d'arriver à Paris à la fin des années 20? Qu'est-ce que c'est pour eux de vivre à Paris
la montée des tensions, puis la déclaration de guerre, etc. Qu'est-ce que c'est pour une famille d'Europe de l'Est? Et là, ce que j'ai aimé, c'est de revoir tous ces événements-là, mais dans les yeux d'une famille du Finistère. Qu'est-ce que c'est qu'une déclaration de guerre à Saint-Paul-de-Léon? Qu'est-ce que c'est que de voir sous ces fenêtres arriver toutes les familles de l'Exode? Puisque lorsque les Allemands bombardent l'Est de la France, toutes les familles prennent des trains, des voitures, tout ce qu'ils peuvent pour fuir les bombardements. Et tout le monde se réfugie donc sur la côte ouest et en particulier en Bretagne. Donc, moi, j'avais raconté comment ma famille avait quitté Paris, maternelle quitté Paris en 39, enfin en 40. Et là, je raconte comment mon grand-père, lui, voit ces flux de population sous ses fenêtres. Donc, c'est ça qui me... Pour moi, mes obsessions personnelles, elles sont à cet endroit-là. C'est-à-dire, du côté de ma mère, mon grand-oncle était Henri IV, Jacques Rabinovitch. Ils se croisent et ils même se à un croisent. moment. Ouais, voilà. Et en fait, ils se croisent parce que quand Jacques Rabinovitch part dans l'Eure pour se cacher, dans leur maison des Forges, c'est l'année où Eugène, lui, est accepté en Hippocagne à Henri IV. Ouais. Donc, Et ils se croisent presque. et ils se croisent quasiment. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Et là, j'en reviens au travail sur l'arbre généalogique. Ce qui m'impressionne, ce qui m'estomaque lorsque je travaille sur mon arbre, mais tous les gens avec qui j'ai discuté, qui ont travaillé sur leur arbre, vivent la même expérience. C'est des coïncidences incroyables, des rencontres auxquelles on ne s'attend pas. C'est vraiment... Et moi, voilà, c'est là-dessus que j'aime travailler. Est-ce que tout va bien pour l'enregistrement? Je vérifie. Oui, hein, on a tout le Alors, temps peur. Hein. Parce que j'ai tout le temps peur. Bah ouais, je sais, parce que moi, j'ai moi-même fait beaucoup d'entretiens de personnes et j'avais aussi cette angoisse Ah non, mais merci de comprendre. Tout va bien. Donc, tout on va est bien à 27 minutes et je regarde l'heure pour vous. Ah oui, ça va. Donc, on a encore 10 minutes, ouais, un peu moins de 10 minutes. Alors, parce que moi, j'ai plein de questions. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Là, on a parlé du Finistère qui est comme un personnage, Ouais. enfin vraiment, et le titre, enfin le éponyme du livre. Ah, vous vouliez que je parle du titre Oui, j'avais envie qu'on parle de la d'accord. transmission parce que. Non, mais du titre en français et en breton. Oui. C'est ça que vous m'avez dit. Oui, non, et de Finistère, fini de se taire. Ah oui, d'accord. Ce côté un peu lacanien. Ok, d'accord. Allez. Et la carte postale, c'était vraiment l'histoire de votre famille maternelle. Et là, c'est aussi un hommage au père, parce que au moment où vous le dites, je crois, dans une interview que j'ai pu lire, vous aviez écrit ce livre en colère presque, ou en tout cas dans un état émotionnel de peur de ne pas avoir eu le temps de dire. Voilà. Et le livre s'appelle Finistère. Oui, alors Finistère, quand on écoute ce mot, eh bien c'est la fin de la terre, bien sûr. Mais quand on l'écoute vraiment, ce mot, il dit aussi qu'il est fini de se taire et qu'il faut se dire les choses. Et pour moi, un des plus grands bonheurs serait que lorsque le lecteur, la lectrice referme ce livre, qu'il ait envie de parler. Que cette personne ait envie d'appeler son père, d'appeler sa fille et de se dire il faut qu'on se voit parce qu'on a des choses à se dire. Ou de prendre un papier, un stylo et de s'écrire une lettre. Pour moi, ça serait le plus grand cadeau que ce livre puisse faire, de susciter la conversation. Et alors, ce titre Finistère, vous savez, ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'en français, Finistère, c'est la fin de la terre. Mais pas en breton. En breton, on dit Penarbed, qui veut dire exactement l'inverse, qui veut dire le commencement de la terre. C'est la tête de la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Bretons, qui sont un peuple d'agriculteurs et de marins, de navigateurs, eh bien, lorsqu'ils partaient en mer, mais qu'ensuite ils revenaient, la première chose qu'ils voyaient,
c'était le Finistère. Et ça veut dire que c'était le début. Il voyait le début de la terre, la tête de la terre, Penarbed. Donc moi qui suis fille de linguiste, évidemment, cette question du sens des mots suivant les langues me passionne. Vous a beaucoup marqué Oui. dans votre travail, parce que dans tous vos livres, on relit vraiment les histoires individuelles, ces traversées, enfin ces trajectoires individuelles à la grande histoire, chaque fois qui se carambole, j'allais dire, Oui, tout à fait. dans vos ouvrages. Et moi, j'avais envie de vous demander comment est-ce qu'on fait parler nos ancêtres parce que c'est un bien travail sûr. qui vous habite. Oui, J'ai découvert Porte-Plume, bien sûr, que vous aviez Porte-Plume, qui est la maison cofondé d'édition que j'ai fondée. il y a quelques années déjà. Ah oui, il y a plus de 10 ans, avec Caroline Alboulet-Vinger. Alors, comment on fait parler les ancêtres? Si vous faites parler les ancêtres en vie, et vos grands-parents, par exemple, et qu'ils ont du mal à parler ou qu'ils vous disent « Non, mais c'est pas intéressant », alors commencez par des choses très simples. À quoi est-ce qu'ils aimaient jouer? À quoi est-ce qu'ils aimaient jouer quand ils étaient enfants? Les plats qu'ils aimaient manger? Comment s'appelait leur école? Est-ce qu'ils se souviennent d'une maîtresse ou d'un maître? C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire est un muscle, mais la mémoire est un bâtiment, une architecture. Et quand vous commencez à ouvrir une porte, vous allez derrière avoir d'autres portes et d'autres portes et d'autres portes. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer par la porte qui s'ouvre facilement. Et il faut avoir une forme de régularité. Et alors là, vous allez voir que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, petit à petit, vont déverrouiller et avoir accès à des pièces, à des chambres du bâtiment un peu plus enfouies. Ça, c'est pour ceux qui sont en vie. Mais vos ancêtres qui sont morts, vous pouvez dialoguer avec eux aussi. Et alors ça, c'est simple, il faut leur dire. Il faut leur dire, il faut s'intéresser à eux, il faut aller chercher les photos, il faut toucher les photos, il faut chercher les lettres, et puis ça va les réveiller. Et ensuite, comme ils seront réveillés, ils vont vous guider. Il faut juste les écouter, et vous allez les rencontrer. Incroyable. En vous rencontrant, je vous disais, j'ai envie d'offrir ce livre à mon père, qui lui-même est un grand taiseux, il y a beaucoup de silence. Et je souhaite à tous nos auditeurs de l'offrir à leurs parents, s'ils les ont encore. Mais alors, c'est aussi une invitation formidable à déverrouiller la maison. Et j'adore cette idée, cette métaphore de la maison. Il y a des portes dérobées, il y a des portes à double tour, verrouillées. Exactement. Et qu'on ouvre un petit peu, petit à petit, qu'on remue la poussière. Ouais. Est-ce que, alors j'avais une de mes dernières questions, c'est est-ce que vos filles, vous êtes maman, est-ce que vos filles, elles ont des petits carnets et qu'est-ce qu'elles écriront de vous? Alors, qu'est-ce qu'elles écriront de moi qu'elles ont eu une éducation horrible, que leur mère était pas possible. Non, je sais pas, je rigole. Je pense que malgré tous les efforts qu'on fait, il faut accepter que les parents font ce qu'ils peuvent, mais pas toujours bien. Mais quand on devient parent à son tour, on devient beaucoup plus indulgent avec nos propres parents. Ce qu'elles écriront de moi, je ne sais pas. En tout cas, elles écrivent, ça c'est sûr. Elles ont des cahiers, des journaux intimes. Alors ça, vraiment, ça me réjouit. Bien que j'essaye de ne pas reproduire le schéma familial dont je parle dans Finistère. Et j'essaye de ne pas projeter sur mes enfants des désirs trop forts pour qu'ils puissent bifurquer à leur manière et qu'ils puissent devenir qui ils ont envie de devenir et non pas qui je voudrais qu'ils deviennent. C'est très beau. J'ai envie de terminer comme ça, mais est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez rajouter? Non, mais ce que je voudrais rajouter, c'est que je trouve que le thème de ce podcast est très beau et que je vous remercie de m'avoir invité à m'y exprimer. Mais c'est moi qui vous remercie infiniment. Anne, en plein lancement du livre, avec toutes ces rencontres que vous organisez, cette transmission que vous faites à votre tour, d'avoir pris ce temps de l'attention. Donc merci infiniment, Anne Berest. Merci Fanny. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer.
Comme toutes les bonnes choses, il se partage, alors n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches. Enfin, si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez lui mettre 5 étoiles dans l'appli et un petit commentaire ou m'envoyer un email. J'essaye toujours de répondre. À bientôt au prochain épisode de l'Art de l'attention.